Salut les amis, bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec, bien sûr, comme d'habitude, Monsieur Jacob Cohen. Alors, Le son n'est pas terrible, là, Wally. Ah, vous m'entendez pas bien? Voilà, là maintenant, oui, c'est bien. Mais là, tout à l'heure, pendant les 10, 20 secondes, on n'a rien entendu. Hein. Ah, autant pour moi, alors, bon, pas grave. Là, vous m'entendez bien, il n'y a pas de... Oui, oui, oui. Ok. Bon, on va commencer. Alors, juste avant de commencer, les amis, je tiens à préciser ce soir que la chronique qui est diffusée simplement sur la chaîne Altitude. Pour celles et ceux qui veulent regarder l'émission en direct, hein, parce que ça sera retransmis après sur la chaîne de M. Cohen et sur les deux chaînes de M. Cohen et sur les autres plateformes. Mais pour celles et ceux qui veulent regarder en direct, il va falloir s'abonner à la chaîne Altitude YouTube pour l'instant, étant donné que nous utilisons la plateforme StreamYard pour pouvoir diffuser sur multi-plateformes en même temps. Hein, il faut savoir que je diffusais sur ma chaîne, sur les deux chaînes, la chaîne de M. Cohen, sur X, sur Facebook, sur d'autres plateformes. Et du coup, ça a un coût. Et donc, l'abonnement annuel, c'est terminé. Voilà. Donc, maintenant, pour celles et ceux qui veulent participer, ben, vous pouvez faire un petit soutien à la chaîne. On pourra reprendre l'abonnement pour pouvoir rediffuser en direct sur toutes les plateformes. Vous avez le lien PayPal qui circule en bas de bandeau là qui circule. N'hésitez pas à le faire, à donner un coup de pouce. Monsieur Cohen, on va commencer donc Oui. cette chronique hein, sur la question de la fuite des cerveaux en Israël. Bah, je vous laisse développer et puis on verra si D'accord. Alors, il y a deux informations qui ont paru cette semaine dans les médias israéliens. D'abord, c'est important que ce soit dans des médias israéliens. Enfin, je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas cacher un certain, comment dire, certaines difficultés parce que il y a deux articles. Il y a un article qui parle de milliers d'Israéliens faisant la queue dimanche dernier devant le consulat ou l'ambassade du Portugal pour tenter d'obtenir un passeport ou la nationalité portugaise. Euh, et le second, c'est un article sur la fuite des cerveaux et le coût que cela induit pour l'économie israélienne. Il y a un coût. C'est-à-dire qu'ils estiment, d'après l'article, qu'il y a à peu près, selon la conversion, il y a à peu près voilà, 1,5 milliard de shekels, c'est-à-dire qu'il y a 650 millions d'euros. 650 millions d'euros pour un pays de 9 millions d'habitants. Ça veut dire que si on le rapporte à l'échelle de la France, c'est à peu près 5 milliards d'euros. Voilà. Et c'est quoi ce manque à gagner de l'État? C'est-à-dire, le manque à gagner, c'est les impôts que payent ces gens-là, parce que ceux qui partent, ce sont ceux qui ont les meilleurs salaires. Ce ne sont pas les gens qui sont aidés par les services sociaux ou qui ont des aides au logement, etc. Ce sont des gens qui ont un très bon travail, un très bon salaire, donc qui achètent un appartement, une ou deux voitures, qui prennent des vacances, qui payent énormément de TVA, qui payent énormément de TVA, d'impôts. Et donc, le manque à gagner, ils ont calculé ça sur 20 mois. Donc, je répète, 600 millions d'euros pour un petit pays de 9 millions d'habitants. Bon, il est possible que ce chiffre
soit légèrement minoré. C'est-à-dire que c'est difficile. Je veux dire, c'est vrai que la société israélienne, en fait, telle que je l'avais connue la dernière fois que j'étais, il y a 20 ans. Donc, je ne sais pas comment elle évolue. Je sais qu'elle évolue vers plus de répression, vers moins de liberté. La presse israélienne était connue pour être la plus libre une des plus libres du monde. Et c'est vrai, c'était vrai. Et donc, il y a, comment dire, il y a un problème énorme parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a à peu près 100 000 départs. Mais 100 000 départs, ça veut dire ces gens-là, ils ont des enfants. Ils vont les mettre dans des écoles à l'étranger. Donc, ils ne vont pas recevoir l'enseignement nationaliste. Et probablement que les enfants, ils ne vont pas retourner en Israël faire le service militaire. Et donc, ils vont aussi laisser la place aux religieux, aux nationalistes. Ça va être 100 000 Israéliens de moins. Vous savez l'Israël est un pays particulier en termes de vote. Les Israéliens peuvent voter, mais uniquement s'ils votent en Israël. C'est-à-dire, un Israélien qui vit à l'étranger, il n'a pas le droit de voter. Donc, moi, j'ai connu une période où des Israéliens prenaient l'avion quand il y avait des élections importantes, prenaient l'avion, allaient là-bas uniquement pour pouvoir voter. Donc, en fait, cela va avoir des conséquences aussi sur le plan électoral, parce que ces gens-là votent à gauche. En tout cas, votent pour des partis laïques, progressistes, libéraux, et donc ils vont laisser la place aux autres, c'est-à-dire qu'il y aura un transfert de pouvoir vers les partis religieux, vers les partis extrémistes, vers les partis nationalistes, fascisants. Donc ce phénomène, et probablement que ce phénomène ne va pas s'arrêter. Parce qu'Israël n'est pas sorti de l'auberge, si on peut dire. C'est-à-dire, la guerre continue. Vous savez, le poids de la guerre est supporté à 60%, 70% par des réservistes. Ça veut dire des gens qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont un job, qui ont un commerce, qui ont un business. Et il reste 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et donc, il y a des tensions au sein du couple. Parce que, bon, le mari, il s'en va, il reste 3 mois, 4 mois, c'est insupportable. Sans compter les dégâts causés sur le plan psychique. Et pourtant, le système israélien continue sur sa lancée, c'est-à-dire il veut rien lâcher. Voilà. Il veut la guerre, il veut la poursuite de la guerre. Et donc, cette tension extrême va pousser d'autres Israéliens à partir. Et le pays va se retrouver entre les mains des religieux à un moment donné, fatalement. Enfin, je veux dire, ils auront, vous savez, les religieux, ils font entre 8 et 10 enfants. J'en sais quelque chose, j'en ai dans ma famille. Et donc, il y a Israël étant, sans compter que en ce moment, il y a un projet de loi pour définitivement désengager ou permettre aux orthodoxes de ne pas faire l'armée. Voilà, c'est-à-dire ça va devenir officiel. Et ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes religieux et ça augmente la tension entre les communautés parce que je vous ai dit comment le poids de l'armée, il est terrible sur la société israélienne. Déjà, il y a un service militaire obligatoire de 2 ans et demi ou 3 ans. Je ne me souviens plus où il en est maintenant, mais c'est au moins 2 ans et demi, 3 ans. Et puis, il y a les réservistes. Vous imaginez, vous avez un mec qui a 30 ans, 35 ans, 40 ans,
Il y a des réservistes qui, les 2 dernières années, ils sont restés 1 an sur le front. Pas 1 an, disons, en tranche, mais quand même 1 an. Imaginez si quelqu'un a une affaire où il travaille, etc. Enfin bon. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de calmer le gouvernement qui continue sur sa lancée. Ça veut dire une hystérie guerrière. Et ce qui est frappant aussi, et pour moi, c'est une image terrible. Malheureusement, je n'ai envoyé qu'une image, mais en fait, il y a une vidéo qui circule et je n'ai pas pensé à la diffuser. Mais en fait, il y a une queue, mais c'est des milliers de jeunes Israéliens qui veulent obtenir le passeport portugais. Alors, pourquoi le Portugal? Vous savez que l'Espagne et le Portugal avaient chassé les Juifs et les musulmans en 1492. Et ils leur avaient mis le marché en main. Ils leur avaient dit, voilà, ou vous vous convertissez, ou vous partez. Et la plupart de ces Juifs sont partis en Turquie, au Maroc, en Algérie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a au Maroc, par exemple à Meknès, nos maisons avaient un caractère espagnol. Moi, je me souviens par exemple, chez nous, le Mela de Meknès, on avait des éliges, vous savez, les faïences de type andalou, espagnol, sur les murs, etc. Et donc, il y a un passé. Et donc, l'Espagne et le Portugal, pour se faire pardonner, et probablement à la demande du Mossad et des instances juives, il y a quelques années, ils ont dit, bon, pour les Juifs d'origine d'origine nord-africaine, mais essentiellement marocaine, ils peuvent demander, obtenir la nationalité espagnole ou portugaise. Ils n'ont pas offert aux musulmans, uniquement aux Juifs. Bon. Et donc, des dizaines de milliers ont demandé et obtenu. Je vous ai dit qu'il y a deux familles de mon très proche entourage qui ont obtenu la nationalité portugaise. Bon, ce sont des familles dont les parents ont à peu près 35 ans, classe moyenne, moyenne supérieure, je veux dire, un bon job, le père et la mère travaillent, 2, 3 enfants. Et donc, voilà, ça veut dire que d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, ils pourraient partir. Voilà. Parce qu'ils peuvent très bien trouver du travail ailleurs. Les deux parents ont une très bonne formation, etc. Et d'ailleurs, une de ces familles avait vécu dans un pays d'Amérique latine, que je ne citerai pas, enfin, c'est pas la peine, et ils ont travaillé dans l'informatique. Voilà. Et, donc, c'est terrible de voir cette image. Alors, le Portugal avait suspendu, parce qu'il y avait un afflux terrible de demandes. Et donc, le Portugal, je vous rappelle que l'Allemagne et la Pologne ont fait la même chose pour les Israéliens d'origine allemande ou polonaise. Or, il y a des dizaines de milliers. C'est-à-dire, d'origine, il suffisait de dire mon grand-père ou mon arrière-grand-père était allemand. Or, il y a énormément d'Israéliens dont un des grands-parents ou d'arrière-grands-parents est d'origine allemande ou polonaise. Et donc, il y a déjà, avant le Portugal et l'Espagne, il y avait des dizaines de milliers, je crois que c'était 100 000 Israéliens qui avaient demandé et obtenu la nationalité allemande ou polonaise. Et donc, ils ont accès à l'Union européenne. Donc, potentiellement, il y a dû y avoir énormément de départs et potentiellement, il y aura encore d'autres, d'autant plus que les perspectives politiques en Israël, il ne faut pas croire, Netanyahou est très populaire aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y avait des élections, il refera la même coalition, même peut-être mieux. Et donc, les perspectives politiques, idéologiques pour la classe libérale, cette classe libérale, ces perspectives sont très sombres. Et donc, on assiste vraiment à un délitement de la société israélienne qui risque d'être
très, très préjudiciable à l'avenir de la société. Il ne faut pas attendre un effondrement subit, mais on est quand même, il y a des indices qui montrent que c'est-à-dire le cœur de la société, parce qu'il peut y avoir des millions, mais ce sont des millions de religieux. En fait, ils ne travaillent pas, ils reçoivent de l'argent pour vivre et ils ne font pas de service militaire. Donc, c'est une catastrophe. Voilà. Et comme cette tendance va s'accentuer, ça va encourager d'autres Israéliens à partir. Voilà. Et moins d'Américains ou de Français à arriver. Donc voilà la tendance, et c'est très important. C'est pour ça que je voulais commencer avec ce soir pour montrer que c'est un pays qui va au-devant de graves difficultés, mais il ne les assume pas. Je n'ai pas l'impression que le gouvernement prend cette affaire au sérieux ou à bras le corps. Voilà. Parce qu'il est, il est pris dans le vertige idéologique de la surpuissance, de la domination, et donc il ne peut pas, enfin je vois mal revenir en arrière, d'autant plus que les partis nationalistes ne le lui permettent pas. Voilà. Voilà, s'il y a des questions. Oui, alors moi j'ai une ou deux questions à ce sujet, Monsieur Cohen. En fait, ceux qui quittent, les cerveaux qui quittent là, donc c'est surtout ça s'est accentué, pardon, surtout depuis le 7 octobre, mais c'est un phénomène, pardon, qui existait déjà. Tout à fait. Hem, est-ce que ça pourrait être parce que ces gens-là, justement, veulent vivre dans un endroit où il y a moins de risques, il y a pas de risque de guerre et tout ça? Hein, ou alors qui ne sont pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement, Netanyahou. Et 2e question, Oui. pourquoi le Portugal? Est-ce qu'il y a un lien historique? Est-ce qu'ils ont plus de facilité justement à obtenir, leurs documents là-bas, au Portugal? Alors, oui. Allez-y. Je vais commencer par la deuxième question. Je vous ai dit, le Portugal a déclaré il y a quelques années, je ne sais pas exactement quand, mais peut-être il y a 5, 6 ans ou 7 ans. Je me souviens de cette déclaration. D'ailleurs, c'était l'Espagne et le Portugal qui avaient chassé les Juifs en 1492, et dans un geste, disons, de remords, comme on dit, de réparation. Voilà. De réparation, ils ont dit que les Juifs qui peuvent, qui auraient pu avoir un certain lien avec l'Espagne ou le Portugal peuvent demander un passeport d'un de ces pays. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont précipités pour l'obtenir. Par exemple, les gens que je connais de ma famille qui l'ont obtenu, ils sont nés en Israël, de parents marocains. Donc, pratiquement, ils n'ont aucun lien avec le Portugal. Enfin, je veux dire, c'est juste que le Portugal avait envie de faire un geste. Voilà. C'est un geste politique, idéologique, probablement que, je ne sais pas, peut-être il y a eu des pressions, encore que pour le gouvernement israélien, il n'est pas très content de cette situation. Vous savez que dans les années. Vous savez, l'Allemagne, par exemple, a une politique d'immigration spécifique favorable aux Juifs. C'est-à-dire que, par exemple, quand des Juifs russes, à partir des années 90, ou ukrainiens, voulaient quitter leur pays et venaient en Allemagne, ils obtenaient une carte de séjour automatiquement s'ils étaient reconnus comme juifs. Donc, ils faisaient la preuve, enfin, je ne sais pas comment, enfin, ils allaient voir la communauté, etc. Et ils obtenaient le droit, enfin, la carte de séjour. Et Netanyahou, à l'époque, il est allé voir Merkel et lui a dit qu'il n'était pas d'accord avec cette politique. Parce qu'il aurait voulu que les Juifs aillent en Israël. Voilà. Et bien, Merkel l'a envoyé balader. Elle lui a dit ça ne vous regarde pas. Voilà. Et donc, en fait, c'est une politique
avant c'était très difficile pour les Israéliens de partir à l'étranger. C'est par exemple, peut-être ça va vous paraître bizarre, mais même les États-Unis, un Israélien doit demander un visa pour aller en Israël en touriste. Donc, vous imaginez, c'est pas évident, hein. Donc, en fait, il y a beaucoup d'Israéliens là-bas en situation irrégulière aux États-Unis. Il y a des dizaines de milliers qui sont, enfin, comme les Mexicains, etc. Et puis, ils essaient d'arranger leur situation. Mais en fait, et c'est vrai que c'est un phénomène qui existe, qui a toujours existé. Avant le 7 octobre, on estimait à peu près à un demi-million d'Israéliens qui sont partis depuis la création de l'État en 1948. Bon. Et, et donc, bon, mais là, ça s'accélère. C'est-à-dire, d'abord par le phénomène des passeports, des nationalités qu'ils peuvent obtenir, et puis la situation qui se dégrade. Parce qu'avant, ils partaient pour des raisons économiques. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement les raisons économiques que des raisons idéologiques. Politiques, il ne faut pas, par exemple, ne pas oublier que la moitié d'Israéliens manifestaient contre la réforme de la justice, c'est-à-dire la réforme judiciaire où le gouvernement voulait quasiment contrôler la Cour suprême. Or, la Cour suprême aux États-Unis, en Israël, était connue pour être très qualifiée, très indépendante et en général très critique vis-à-vis du gouvernement. Il y a les religieux qui font, par exemple, des pressions sur les laïcs pour qu'ils, si on ne vit pas à Tel Aviv, on a vraiment du mal à vivre. C'est-à-dire que les religieux arrivent à fermer, par exemple, les transports pendant le Shabbat, le samedi, les magasins, les cafés. Il y a du harcèlement. Voilà. Donc, il y a du harcèlement au quotidien des religieux dans la vie quotidienne vis-à-vis des laïcs. Et l'Israélien qui s'était habitué, la société israélienne était excessivement laïque jusqu'à il y a quelques années. Et ça devient presque insupportable. Et donc ajouter à la guerre, c'est par exemple, il y a des professeurs d'université ou de lycée qui ont été licenciés ces derniers temps parce qu'ils critiquaient la politique de Netanyahou. Donc en fait, on arrive à un système vraiment insupportable, une quasi, bon, c'est peut-être pas une dictature, mais on n'est pas loin. Voilà. Il y a vraiment un nationalisme exacerbé qui pèse sur cette classe qui s'est habituée à vivre dans une atmosphère libérale. Voilà. Et c'est ce qui explique le désir de partir, sans compter que c'est la première fois qu'Israël fait une guerre de 2 ans et où des dizaines de milliers, sinon de centaines de milliers de réservistes, encore une fois, qui ont 25, 30, 40 ans, qui passent 3 mois, 6 mois au front, et la famille elle éclate, sans compter que parfois ils meurent, ou bien ils sont handicapés, ou ils se suicident, ou ils reviennent avec des traumatismes. Et donc, c'est-à-dire la propagande ne suffit plus pour maintenir la cohésion de cette société-là. Voilà. Oui, excusez-moi, monsieur Cohen. Merci, je disais. Attends 2 secondes. Je te donne la parole de suite. Je disais merci, monsieur Cohen. On va accueillir Gilles, notre fidèle Gilles, qui nous Oui. parle des, de la Ah, Martinique, je crois. Bonsoir, Gilles. Ah, ton micro. Toujours un grand plaisir. Salam alaikum à tous. Toujours un grand plaisir de pouvoir discuter avec M. Cohen. Merci. J'ai bien vu votre message sur votre site, comment dirais-je, sur votre Telegram. Et effectivement, oui, j'ai vu les files d'attente pour des Israéliens qui demandaient
qui demandaient le passeport. Alors là, vraiment, je suis vraiment étonné, quoi. Alors, j'irai rapidement parce que j'aurai deux questions. La première question, c'est concernant, je reçois souvent des annonces concernant le tourisme en Israël. Et donc, je me demandais si au niveau du tourisme israélien, ils envoient des offres de promotion avec des prix cassés c'est une réalité, dans des hôtels 4 étoiles et tout. Est-ce que économiquement, le tourisme en Israël est en train de battre de l'aile parce qu'on reçoit beaucoup de messages, des prix cassés et tout. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on n'assiste pas en live à l'échec du projet sioniste? Voilà. Deux questions. Le tourisme et l'échec du projet. Alors, merci. Je vais commencer par la deuxième. Oui, c'est un échec. D'abord, comment dire, dès 1948, l'échec était annoncé. Pourquoi? Parce que le sionisme, le sionisme originel, au départ, il s'est dit je veux créer une espèce de havre de paix, de refuge, pour que les Juifs qui ont des problèmes dans les autres pays, d'antisémitisme, puissent venir ici et vivre en paix. Voilà. En fait, c'était ça l'idée. Or, dès 1948, si vous voulez, le sionisme s'est transformé en projet de guerre, d'expansion, et il s'est mis en tête de vouloir s'imposer par la force, ne cherchant aucune solution, parce qu'il avait intérêt, en fait, à maintenir cette société sur le pied de guerre. Parce qu'il savait que si le sionisme acceptait de vivre en paix, donc en fait, plus ou moins se désarmer, il allait se diluer dans l'environnement oriental autour. Je donne souvent cet exemple. Le sionisme doit vivre, enfin, il a envie de vivre dans une forteresse assiégée. Voilà. Il l'a fait exprès pour se protéger et pour protéger sa population de toute influence extérieure. Je vous rappelle une anecdote, par exemple. En 1967 ou 68, Ben Gurion a interdit aux Beatles de venir chanter en Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, il ne voulait pas de cette influence étrangère. Voilà. Ils auraient voulu, à la limite, maintenir une espèce de mur qui empêcherait les Israéliens même d'accéder à la culture étrangère. Voilà. C'est par exemple, en Israël, il y avait jusque dans les années 70, si vous voulez voyager à l'étranger pour aller en touriste, vous deviez payer une taxe qui équivalait à peu près à un tiers ou la moitié du SMIC. Donc en fait, tout a été fait de la création de l'État jusque dans les années 70 pour construire cette société militarisée, fermée, sans aucun contact avec les Arabes, etc. Et donc, si vous voulez, dans un sens, c'est un échec parce que, au lieu de vivre en paix et d'offrir un refuge et d'offrir, comment dire, une alternative aux Juifs qui auraient des problèmes ailleurs dans le monde, Israël est devenu, par la force des choses, par cette politique impérialiste d'occupation, etc., par la force des choses, une société fermée, une société fascisante, et donc elle a laissé se développer en elle les forces les plus réactionnaires, les religieux, elle leur a donné des moyens, etc. Et je dirais que par rapport
à l'objectif originel, le sionisme est un échec. C'est-à-dire, quelle perspective aujourd'hui il offre, finalement. En fait, Israël est devenu un instrument aux mains de l'Occident qui fait la loi pour les intérêts de l'Amérique, voilà, ou de l'Occident. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est une force. C'est un état profond qui est dans sa dynamique propre de se maintenir, de se renforcer, de faire la guerre, de montrer sa puissance. Et il n'a aucune autre alternative, aucune autre. Et bien qu'il sache que cette politique, on l'avait dit d'ailleurs, il y a un documentaire très important qui est paru sur Arte il y a quelques années, où il y avait 6 anciens chefs d'état-major et du Mossad qui avaient déclaré, il dit voilà, Israël va dans le mur. Et ce documentaire date il y a 15 ans. L'occupation est en train, la colonisation, etc., est en train de transformer la société israélienne. Bon, voilà. Donc, pour moi, c'est un échec parce que, enfin, je viens de l'expliquer. Bon, maintenant, le tourisme. Le tourisme, Israël recevait à peu près 4 millions, avant le 7 octobre, recevait à peu près, je crois, 4 millions de touristes par an, ce qui est énorme pour un petit pays comme ça. Et il y avait, en général, le tourisme en Israël est un tourisme de luxe, presque de grand luxe. D'ailleurs, on disait que très difficile de trouver un hôtel, 1 étoile, 2 étoiles, vraiment, voilà. Et il y a dans le sud, à Eilat, où il fait beau toute l'année, je ne sais pas, 15, 20 hôtels, 4 étoiles, 5 étoiles, etc. Et après le 7 octobre, tout ça s'est arrêté, quasiment, voilà. Et donc, c'est un manque à gagner, enfin, terrible, vous imaginez, enfin, je veux dire, tous ces hôtels vides, tout ce monde qui travaillait dans les hôtels était renvoyé, etc. Et on parle aujourd'hui d'un éventuel retour. Ce n'est pas encore là. Vous savez que la plupart des compagnies d'aviation avaient interrompu aussi leur vol. Bon, chacune en fonction il y a des dates différentes, mais il semble, enfin en tout cas dans les médias israéliens, on dit que on espère la reprise du tourisme comme avant le 7 octobre, mais ça demandera, à mon avis, bon, d'abord, ça demandera du temps pour que ça revienne à la normale. Et puis, il y aura certainement, parce qu'il n'y a pas que le tourisme juif en Israël, il y a le tourisme chrétien, enfin, il y a beaucoup de touristes non juifs, notamment il y a beaucoup de pèlerinages. Vous avez des chrétiens, et vous savez, après ce qui vient de se passer à Gaza, etc., la réputation d'Israël, bon, on sait ce qu'elle est. Et donc, ce tourisme-là, il va pas revenir comme avant. Voilà. Donc, les recettes touristiques, les touristes comme il y avait avant, à mon avis, mettront beaucoup de temps à reprendre. Et, enfin, voilà, ça sera très difficile. Non, merci. En tout cas, merci à M. Cohen. Merci à toi, Altitude, de nous accueillir. Je redescends et je laisse la parole. Merci. Bonne soirée à toi. Monsieur Cohen, moi, je voudrais revenir sur le Portugal et Oui. le fait que donc pas mal d'Israéliens fassent la demande de passeport ou de renouvellement de passeport. Moi, je voudrais savoir, à titre de comparaison avec la France, par exemple, est-ce qu'il y a un lobby comme en France, hein, par exemple, il y a l'institution, le CRIF, tout ça, qui influence un petit peu le pouvoir en France. Est-ce qu'au Portugal, c'est un petit peu pareil? Est-ce qu'il y a une forme d'influence une forme de pression qui est mise sur le gouvernement portugais? Bon, à ma connaissance, il n'y a pas une communauté juive assez importante au Portugal pour influencer la politique du gouvernement.
Donc, à mon avis, le gouvernement portugais a subi des pressions extérieures. Ça ne vient pas de l'intérieur. Ça veut dire, il y a pas, c'est pas comme en France où il y a 5000 sayanimes implantés dans toute la société qui peuvent vraiment influer sur la politique du gouvernement. Le Portugal, à mon avis, il a dû avoir des demandes venant de l'extérieur. Je ne sais pas, l'Organisation sioniste mondiale, le Sénat américain peut-être, enfin, voilà, des trucs comme ça qui l'ont amené à prendre cette décision. Voilà, mais pas du tout de l'intérieur. Il doit y avoir une toute petite communauté au Portugal, peut-être 15 000, 20 000 juifs, et qui n'ont pas, en fait, comme en Espagne d'ailleurs, il y a une petite communauté, mais qui n'est pas dans les médias, qui n'est pas dans la politique, qui n'est pas qui n'est pas infiltré dans tous les organes importants qui font qu'ils dictent la politique du gouvernement, comme en France ou en Grande-Bretagne. Voilà. Ou même au Maroc. Non, au Maroc non plus. Au Maroc, oui, au Maroc, il y a quelques personnages. Donc, en fait, c'est pas par le nombre. Mais enfin, quand on a un conseiller du roi qui est aux manettes, depuis 40 ans, ça compte beaucoup. Voilà. Ça veut dire, à lui seul, il vaut 500 sayanim ou 1000 sayanim. Parce qu'il est quasiment, c'est la tour du contrôle, quoi. Parce qu'en fait, le palais royal, il peut, comment dire, il peut agir dans tous les domaines. Les médias, il suffit, voilà, quand on est au palais, eh ben, on peut donner des directives aux médias, aux partis politiques, aux syndicats, etc., etc. Monsieur Cohen, est-ce que vous pensez que j'ai une obsession pour le Maroc? Pardon? Est-ce que vous pensez que j'ai une obsession pour le Maroc? Si vous avez une autre question? Une obsession. Je suis obsédé par le Maroc. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous pensez que je suis obsédé par le Maroc? Non, non, pas du tout, non. D'accord. Bah Non, non, parce qu'il y a un commentaire en bas qui est assez marrant. Obsession pour le Maroc, ces Algériens. ce sont les gens qui ne veulent pas qu'on parle de ce pays, voilà. Voilà, non, mais c'est voilà, à un moment donné, il faut arrêter, il faut sortir du déni. Il y a une réalité qui est celle que vous connaissez tous et monsieur Cohen en a assez parlé, assez souvent et là, j'ai juste rebondi en disant qu'effectivement, oui, au Maroc, il y a aussi, une influence, une forte influence et vous avez parlé du conseiller du roi, on peut le nommer, monsieur Azoulay, qui a même sa fille qui fait partie, du gouvernement français ou qui a fait partie à un moment donné du gouvernement français. Et qui a dirigé l'UNESCO pendant 5 ans. Exactement. Voilà, donc on va faire une transition, monsieur Cohen, sur, Oui. La question. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, excusez-moi, il y avait un quelqu'un qui est monté là, qui voulait peut-être, Larry, est-ce que tu veux prendre la parole? Larry, hop, ton micro. Larry, une fois, deux fois. Bon, je crois qu'il est monté par erreur. Du coup, on va faire la petite transition, hein, on est à 40 minutes et on va parler d'un sujet d'actualité, sur le journaliste, le entre guillemets «journaliste sportif français», Christophe Glaise, qui s'est rendu en 2024, en Algérie, avec un visa touristique, mais pour faire du journalisme. Et malheureusement pour lui, il y a des règles en Algérie, hein, il y a des lois et il a enfreint un petit peu, il a détourné un petit peu, le système pour entrer sur le territoire, pour enquêter et donc il a été jugé hier. Il a pris 7 ans de prison pour apologie de terrorisme, pour avoir, et rentré il est rentré en contact avec des personnes qui sont en lien avec le MAC et du coup, bah, forcément, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question et si vous êtes au courant un petit peu de l'affaire? Oh, je suis un peu gêné parce que je suis un peu au courant, mais je n'ai pas vraiment une connaissance approfondie
de la chose. Bon, je sais qu'il a été condamné en appel, hein, je crois. On appelle, oui. Voilà, donc à 7 ans. Donc, il n'y a plus de, comment dire, il n'y a plus de recours possible, sauf un recours en grâce. Il est possible que l'Algérie, bon, les autorités algériennes, parce que vous savez que il y a, enfin, il y a par exemple la France avait arrêté quelqu'un qui travaille au consulat, soi-disant, enfin en tout cas, je ne sais pas, hein, qu'il aurait eu des comportements, disons, illicites ou illégaux, en tout cas, voilà. Bon. Et puis, il y a par exemple un ancien ministre qui a été condamné en Algérie, je crois qu'il a été condamné pour détournement de fonds, qui porte sur des millions d'euros, et que la France refuse d'extrader, alors qu'en principe, il y a un accord d'extradition, etc. Bon, il y a probablement d'autres affaires, mais en tout cas, ces deux-là me viennent en tête. Et donc, il se peut, bon, d'abord, il est probable que, enfin, j'imagine, voilà, que le journaliste soit entré légalement pour, enfin, peut-être pour faire du tourisme, et puis après qu'il a changé pour aller dans des zones où il aurait eu des contacts, etc. Bon. Alors, il est possible que ça soit dans le but d'obtenir, de faire, enfin, que ce soit une monnaie d'échange, voilà. C'est-à-dire, pour dire à la France, bon, voilà, il a été condamné à 7 ans, nous avons des demandes aussi, donc on peut arriver à une négociation, voilà. Donnant, voilà. En général, c'est pas, il est évident qu'enfin, on ne l'a pas arrêté comme ça pour rien, mais disons que il est possible, ça se passe assez souvent comme ça, que quand on a des demandes à faire, eh ben, on utilise la justice pour arriver à un échange. Donc j'ai mentionné 2 cas dans lesquels les demandes algériennes ne sont pas satisfaites, ou en tout cas où l'Algérie peut avoir notamment l'arrestation d'un travailleur du consulat, et un autre, je crois, enfin, mais je sais pas, j'ai un peu un petit trou de mémoire là, mais je sais qu'il y a un ministre qui vit très bien, je crois que à Paris ou dans le sud ou dans les deux, enfin, en tout cas, il a détourné des millions, il a été jugé et la France refuse de l'extrader, voilà. Et donc, j'imagine qu'il y aura des négociations, vu que peut-être qu'on est sur le plan aussi, on va ouvrir, apparemment, on va ouvrir, maintenant que Monsieur Cohen, oui, je me permets de vous interpeller. Donc en fait, oui, là, ce que j'entends plus ou moins, j'essaie de comprendre un peu. Vous venez de dire un peu plus ou moins que comment dire, cette condamnation de Glaise, c'est pour répondre à une comment dirais-je, à une non-coopération des autorités françaises concernant les demandes d'extradition de personnalités, anciens représentants du gouvernement algérien qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire français, qui sont condamnés par la justice algérienne et que la France a refusé donc d'extrader. non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, voilà. Non, mais je le Non, non, comprends plus ou moins comme ça. Alors, je dis non, pas que que les c'est ce choses que vous soient avez claires, dit, que les choses mais soient c'est ce claires. que vous entre guillemets, c'est ce que vous sous-entendez. Si le journaliste a été condamné, alors je vais m'exprimer plus clairement. Si le journaliste a été condamné, c'est qu'il y avait des raisons qu'il le soit. D'accord? Voilà, donc il y a pas photo. On n'a pas pris quelqu'un d'innocent pour le condamner et dire voilà une monnaie d'échange. Non, on a pris quelqu'un enfin, dont on peut penser qu'il y a des preuves, etc. Et donc il a commis des délits,
punissable et on l'a condamné. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que il y a à mon avis, dans ces cas-là, en général, il y a des arrière-pensées. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait vraiment des trucs aussi graves pour mériter 7 ans de prison? Je ne sais pas. Mais il y a à mon avis, il y a dans ces cas-là, en général, il y a des arrière-pensées pour une éventuelle négociation. Voilà. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a pris quelqu'un d'innocent pour pousser à un échange. C'est pas ça du tout. Voilà. Ah, d'accord. Donc, ok. De toute manière, effectivement, hein, ce monsieur qui est rentré avec un visa touristique pour faire du journalisme, il aurait peut-être mieux fait de faire sa demande de visa Exactement. journalistique, Voilà. et faire ce qu'il avait à faire. Et puis, est-ce que ça aurait été accepté, oui ou non, ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, son visa touristique a été accepté, pas pour faire du journalisme ou des Bien enquêtes, sûr. mais pour faire du Non, tourisme. Et malheureusement pour lui, il n'a pas, voilà. Donc, surtout s'il est parti contacter, disons, des gens qui militent, enfin voilà, des réseaux informels. Voilà, peut-être qu'il est parti avec des instructions. Vous savez, je sais pas, je vais rappeler, j'ai déjà raconté cette anecdote. En 2006, j'étais pas connu, donc je pouvais aller dans les réunions des judéo-sionistes. Et c'est comme ça qu'une fois, j'ai assisté à une réunion de la loge Ben Gurion du Bnai Brit, où elle recevait cette loge qui comptait, je ne sais pas moi, 80 ou 100 personnes, qui recevait une délégation d'autonomistes algériens qui. Et donc, ils étaient là. Moi, j'ai encore cette image des 5 ou 6 Algériens sur la tribune, on les a mis sur la tribune, et où on les avait encouragés, on leur a dit qu'on va vous donner de l'aide dans votre combat contre le pouvoir, etc. Ça, c'est juste un élément qui montre que depuis ce temps-là, le lobby travaille aussi à saper le pouvoir algérien. Donc, il est possible que le journaliste ait été cornaqué pour aller faire des choses. Voilà. oui, c'est une éventualité, hein. Certes, Bien sûr, bien sûr. on sait que le gouvernement algérien. Avec des promesses à la clé. Par exemple, on sait par exemple Le Point, le magazine Le Point, bon, l'Express, etc. Ce sont des magazines totalement acquis à la cause. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas moi, par exemple, on lui dit, écoute, si tu nous fais un bon papier, on peut te recruter. Voilà. Ou si tu fais écrire un livre, il y a les éditions Grasset, dont BHL est quasiment, enfin, il fait la pluie et le beau temps. Et donc, en fait, voilà, enfin, on sait comment ça se passe dans ces milieux-là, voilà. Mais monsieur Cohen, le gouvernement algérien, il est quand même au fait un petit peu de tout ça. Il sait que de toute manière, Pas il peut être, nécessairement. voilà. Pas Oui, nécessairement? oui. Non, bien sûr, il est au fait, mais disons, euh, mettons par exemple, il va voir un journaliste qui n'est pas juif, d'accord? Bon, par exemple, ce type-là, je ne pense pas qu'il le soit. Donc, il y a apparemment, il n'y a pas de connexion avec le lobby. Bon, apparemment, a priori, parce que bon, il y a les journalistes connus. Je ne sais pas moi, si Elisabeth Lévy demandait un visa, ça ne sera pas. On l'étudierait différemment, voilà, parce qu'elle est connue. Mais ce type-là, à mon avis, il n'était pas connu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été approché par des magazines acquis. Il faut voir la propagande qui est déversée aujourd'hui par Le Point et l'Express en faveur d'Israël, en faveur de la communauté juive. Il n'y a pas un jour où je ne tombe pas sur un article enfin, favorable sur la situation des Juifs, le Hamas, machin, etc., l'islamophobie et tout. Donc, voilà, on peut dire à un journaliste, écoute, voilà, montre-nous ce que tu sais faire et tout. Toi, tu passes inaperçu.
tu n'as pas de lien, et puis bon, voilà, si ça marche, eh ben, tu seras recruté. Donc, voilà. D'accord, mais quand on connaît les prises de position du gouvernement algérien et qui sont pas tout à fait, comment dire, qui sont pas tout à fait sur une ligne qui plaît sur la scène internationale, on se dit qu'effectivement, on va tenter par différents moyens, peut-être celui de cette infiltration là par un pseudo journaliste sportif, d'aller chercher des éléments qui, qui, euh, qui, fer- qui mettraient à mal voilà, la politique du gouvernement algérien, tout ça. Euh, donc, Le journaliste aurait pu servir d'agent de liaison, par exemple. Par exemple, voilà, on lui dit, écoute, tu vas voir, là, il y a des personnes comme ça, voir un peu comment on peut les organiser, quels contacts prendre, etc. Voilà, sous couvert de journalisme sportif, peut très bien avoir euh, comment dire, être un agent de liaison ou de contact. Voilà, je viens de la part de tel, etc. Donc, c'est à mon avis, le gouvernement algérien ne se fait pas d'illusions. Il sait très bien qu'il est encerclé par des forces qui cherchent à le déstabiliser par tous les moyens. Et ça aussi, ça fait partie. Voilà, c'est un des moyens. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le MAC, il a été reçu par un parlement britannique, je crois, ou irlandais, je ne me souviens plus. Britannique ou irlandais, je ne me souviens plus. Donc, en fait, moi, j'avais mis le commentaire quand j'ai publié la photo. Et cette réunion aurait été impossible sans l'appui du lobby. Parce que, bon, voilà, quel lien le MAC peut avoir avec des parlementaires britanniques ou irlandais, enfin, je ne me souviens plus. Voilà. Donc, en fait, c'est une espèce d'encerclement. On utilise toutes sortes de personnages, de moyens, et ça fait partie probablement. vous, Monsieur Cohen, vous avez été invité à plusieurs reprises et puis vous faites souvent des articles, je crois, avec des journaux algériens. Oui, oui, Et oui. comment vous expliquez que vous soyez contacté par des médias algériens? Ben, je ne sais pas, peut-être parce que je dis des choses pertinentes. Voilà, mais Je sais, et au contraire que vous êtes censuré sur la scène médiatique française. oui, ben oui. Bon, à part dans les médias indépendants que l'on peut Oui, retrouver sur voilà, bien des sûr. petits médias indépendants. Voilà. Mais sur les médias mainstream, en général, vous n'y êtes jamais invité. Oui, Depuis oui, bien tout à longtemps. fait. Évidemment, enfin, imaginez, avec enfin, non, non, c'est-à-dire, enfin, il fut un temps où surtout, enfin, je veux dire, quand j'étais, disons, proche de Soral et de Dieudonné, je, comment dire, j'étais infréquentable. Enfin, je veux dire, rien que citer mon nom, ça devenait une espèce il y avait un mouvement de répulsion et de crainte. Voilà. Et donc, et même, je dirais même, ça allait jusqu'au moment, enfin, qui aurait pu, par exemple, pro-palestinien, etc., qui aurait pu m'inviter ou me contacter, mais qui ne voulaient pas, par crainte qu'on leur dise comment vous invitez quelqu'un comme voilà, un Soralien ou un ami de données. Donc, ils préféraient ne pas avoir de contact avec moi Mais parce Monsieur que j'avais Cohen, une réputation sulfureuse. Voilà. ouais, mais justement, monsieur, c'est intéressant parce que à l'époque, ces personnes que vous avez citées, Dieudonné et Soral, étaient un petit peu dans le système
des médias français, il faisait pas mal de plateaux, jusqu'à un moment donné où terminé, on a décidé de les censurer. Et comment vous expliquez cela? C'est qu'à un moment donné, ils ont dit certaines vérités qui dérangeaient? Ben, euh, moi, à l'époque, je n'étais pas en contact avec eux, mais je sais qu'au début des années 2000, c'est là où le fossé s'est creusé. C'est-à-dire que c'était à peu près vers 2000, d'abord 2003, Dieudonné a fait son fameux sketch. Et Soral, Dieudonné et d'autres, enfin je ne me souviens plus des noms, ils avaient fait une liste antisioniste pour les élections européennes. Je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était 2003, 2004. Je ne peux pas dire l'année exactement. Moi, à l'époque, je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je n'étais pas connu, je ne les connaissais pas, et donc je n'étais pas dans la liste. Et donc, c'est à partir, vous savez, Dieudonné, en tout cas, c'est sûr, c'est à partir de 2003 qu'il est devenu infréquentable. Voilà. Oui, Soral, oui, probablement. le fameux sketch chez Fogiel. Voilà. Voilà. Et Soral, à peu près à la même époque, plus ou moins à la même époque. Et, et donc, eh ben, ils sont devenus, on en a fait les ennemis de la République. Voilà. Les Et, faux ennemis de la République. oui, enfin bon, Oui, 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 bien on se comprend, bien sûr. c'est pas ce que c'est pas comme ça que je les qualifie, mais et ils ont, mais vous savez, c'est une propagande qui a marché du tonnerre de Dieu parce que, enfin, moi je suis tombé sur des gens qui étaient vraiment, enfin des gens que je considère comme intelligents, euh, très 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 costauds politiquement parlant, vraiment costauds. Mais quand il entendait parler de Soral, il faisait un geste comme si c'était, alors qu'il n'avait même pas lu. Moi, je me souviens avoir dit à quelqu'un, ben, viens, on va regarder ces vidéos et on va voir. Non, non, il ne voulait même pas. Donc, en fait, le système a réussi, il a extraordinairement réussi à faire de Soral et de Denis des gens que comment dire, que les gens normaux ne veulent même pas entendre. Et ils se disent, je ne veux même pas savoir ce qu'il dit. Pour moi, ils sont. Voilà. Et donc, c'est ça la diabolisation. Quand on arrive à ce point, c'est fort. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, pour conclure, une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Oui, bon, je ne suis pas obligé, donc. Voilà. Est-ce que pour vous, Alain Soral et Dieudonné sont antisémites? Pas du tout. Pas du tout. Et je l'ai toujours dit, d'ailleurs. C'est pas nouveau. Hein. Vous savez, d'abord, j'avais fait une vidéo qui date de 2013 et qui, enfin, je sais pas, en 2-3 semaines, elle avait fait 400 000 vues. Dieudonné et l'acharnement sur Dieudonné démontre la puissance du lobby, comme ça, voilà. Et à un moment donné, le journaliste, il me pose la question, il me dit, enfin, il y a quand même des dérapages de Dieudonné. J'ai dit oui, bien sûr, mais imaginez quelqu'un qui est harcelé au quotidien, à qui on fait des procès, etc. Enfin, bon, vraiment, euh, il est surveillé, les contrôles fiscaux et tout. À un moment donné, comment dire, il dérape, il pète les plombs, il dit des choses, voilà, bien sûr. Mais franchement, enfin, moi je dis, même si je peux avoir, enfin, j'ai pu avoir des conflits, mais j'ai toujours dit que. Alors, on me dit, oui, mais Sora, il parle. Mais, et alors, parce que il pense qu'enfin, un des problèmes, et là, bon, moi, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais enfin, la politique française, elle est dictée par qui? Voilà. Bon. Et donc, c'est normal, enfin, c'est normal. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, donc j'ai répondu et j'ai toujours répondu comme ça. Voilà. Et quel qu'aient été mes rapports avec les deux, avec des hauts et des bas, etc., je n'ai jamais varié. Voilà. Pour moi, ils ne sont pas antisémites. Voilà. Ils n'ont jamais été.
même si parfois il déconne enfin, sur la question. Mais après tout, on a le droit de déconner, on a le droit de déraper, etc. Voilà. Surtout quand on subit des attaques violentes et sans objet. Ils sont l'objet de harcèlement continu. Même moi, enfin, j'étais, à un moment donné, vous savez, quand j'ai commencé Twitter, j'ai eu des milliers d'abonnés très vite. Pourquoi? Parce que je faisais des tweets assez drôles, enfin, assez caustiques sur la LICRA, etc. Mais la réponse n'a pas tardé. J'ai été convoqué par un officier de police judiciaire, la plainte, etc., sur ces tweets. Et donc, je me suis arrêté parce que je me suis dit, bon, je n'ai pas envie de. Et, donc, voilà, quand on est l'objet de harcèlement comme ça, à un moment donné, on n'en peut plus. On a envie de dire, quoi, basta, quoi. Enfin, voilà. Très bien. Bon, on va clôturer. Merci à vous encore, Monsieur Cohen, pour votre franchise, votre disponibilité et votre ponctualité. Encore une fois, on se donne rendez-vous. Alors, la semaine prochaine, je vous contacterai, mais la semaine prochaine, vendredi prochain, il faudra qu'on déplace parce que je ne pourrai pas être dispo vendredi soir. Donc, on trouvera ou jeudi ou samedi, on verra. Voilà. Bon week-end à vous. Ciao. Bonsoir à tous. Voilà les amis, merci d'avoir suivi. Donc pour celles et ceux qui ont pris en cours, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Altitude et je vais en profiter tout de suite maintenant pour vous donner un petit peu ces histoires d'abonnement StreamYard. Voilà, on est sur un abonnement annuel qui nous permet de diffuser en multi-réseaux, en multi-plateformes, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch, des lives, YouTube. Voilà, vous avez la possibilité de diffuser sur 8 réseaux. Moi, je suis arrivé au bout de l'abonnement et ça a un coût. Ça a un coût. Donc, pour celles et ceux qui veulent donner un coup de main afin que ce soit diffusé un peu partout, vous pouvez le faire. Vous avez le petit bandeau là qui circule. N'hésitez pas à faire un petit geste, comme ça on pourra rediffuser le live en direct sur toutes les plateformes. Là, ce soir, c'est exceptionnellement, jusqu'à le temps qu'on puisse réunir la somme, exceptionnellement, c'est diffusé que sur ma chaîne YouTube Altitude. Donc profitez, abonnez-vous à cette chaîne et on se redit donc, pour l'instant c'est pas fixé, mais à la semaine prochaine pour la chronique hebdo avec, bien sûr, Jacob Cohen. Allez, bon week-end à vous, à bientôt, salam alaikum.